Donc, bonjour Leonardo, bonjour tout le monde. Les gens posent leurs questions sur le chat, je les relais. Et puis, en attendant, toi, tu vas commencer par te présenter. Qui es-tu, Leonardo Pelagotti? Déjà, bonjour à tous et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Comme Fabien disait, je ne suis pas ostéopathe. L'objectif, c'est de s'enrichir les uns les autres, de partager nos pratiques, d'ouvrir d'autres portes. Donc, je suis ravi d'être là et que vous êtes intéressés. Donc, Leonardo Pelagotti, vous entendez de l'accent que je suis parisien. Non, je plaisante. D'origine italienne, j'habite en France depuis 2015. À la base, moi, j'ai un passé des gymnastes de haut niveau en Italie. J'ai fait la gymnastique artistique masculine de l'âge de 5 ans jusqu'à 21 ans. Et après, je suis parti sur d'autres horizons. Je suis aussi ingénieur entre-temps. Et c'est depuis 2015 que je commençais à étudier le yoga, la respiration, la méditation. Et avec cela, je suis arrivé dans le parcours à être instructeur de la méthode Wim Hof, instructeur coach Oxygen Advantage, instructeur Animal Flow. Et après, je pratique de façon régulière aussi tout ce qui est yoga traditionnel entre pranayama, méditation et asanas. Donc voilà, ça c'est mon parcours. Aujourd'hui, je suis basé à Paris, en France, mais je bouge pas mal entre la France, l'Italie et l'Europe pour ce que j'ai fait. Alors, décris-nous un petit peu plus chacune de tes pratiques, parce qu'il y a de quoi faire, hein. Vas-y, Oui, explique-nous. alors, je mentionnais pas mal de choses. Je pense que la gymnastique artistique masculine, vous la connaissez, donc Ça celle va. que vous voyez aux Olympiades, les anneaux, etc. Peut-être ce qui est moins connu, c'est la méthode Wim Hof, l'Oxygen Advantage Buteyko, l'Animal Flow. Euh, donc, on va faire un à la fois. Voilà. Donc, la, Oui, la meuf. méthode Wim Hof, on commence avec celle-là, peut-être celle qui a pris la plus d'ampleur dans ma pratique. C'est une méthode fondée par l'homme des glaces, Iceman Wim Hof, qui a fait beaucoup de records autour du froid. Et récemment, c'est les dernières 20 années où il a été très connu, il a fait beaucoup de records, et les dernières 10 années où il a mis en place une méthode. Ça veut dire pour, entre guillemets, pouvoir pratiquer ce qu'il pratiquait lui-même sans devoir se mettre à faire des records du monde autour du froid. Mais l'objectif de sa pratique, qui est autour la respiration, l'exposition au froid et des exercices autour du mental, l'objectif de cette pratique est la santé physique, mentale, avoir plus d'énergie disponible, être moins stressé et simplement être en forme physique et mentale. Donc, c'est vrai que dans cette période de confinement avec une crise sanitaire, ça a aidé beaucoup de gens. Cette méthode qui est assez simple et accessible, et qui, comme je vous disais, c'est technique de respiration, l'exposition au froid sans forcer et graduelle avec ce qu'on peut. Par exemple, douche froide, bain de glace, eau nature, si on peut. Et concentration, exercice autour du mental, exercice de concentration, de focus, de persévérance qu'on pratique de différentes façons, à la fois en couple avec la respiration, à la fois en couple avec le froid, à la fois couplé avec les mouvements ou la méditation même. Voilà, donc ça c'est la méthode Wim Hof qui est assez large en fait comme pratique. Euh, ça prend beaucoup de temps pour en parler, pour pratiquer, et ça ouvre beaucoup de portes. Et notamment, c'est ça qui a ouvert beaucoup de portes parce qu'il m'a amené à être de plus en plus intéressé à la respiration. Alors moi, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait 5 ans de Kung Fu Shaolin, je suis ceinture noire de Kung Fu Shaolin, et c'est avec les Kung Fu Shaolin que j'ai commencé à travailler sur la respiration et la méditation. Donc, c'est des pratiques où il y a la pratique interne aussi, qu'on faisait interne, ça veut dire plutôt lié à l'énergie du corps, à la méditation, la respiration. Et après, il y a la pratique externe, tout ce qui est mouvement, combat, etc. Et alors là, je me suis intéressé avec les Kung Fu. Après, je suis passé au yoga, dont on parlait clairement des respirations et des méditations. Mais c'est surtout avec la méthode Wim Hof que j'ai mis en pratique. Et ça m'a fasciné. Et je suis donc allé à la recherche pour moi-même de la compréhension de qu'est-ce qui peut amener la respiration. Et là, je suis rentré dans un monde vaste et fascinant qui est celui du monde de la respiration. D'un point de vue D'abord physiologique, avec... tu veux dire d'un point de vue physiologique, comment ça fonctionne, ah tout ce que oui, tu as oui, apporté? oui, bien sûr. D'un point de vue physiologique, d'un point de vue mental, donc l'effet sur les corps, l'effet sur les mentales, et comme voie des connaissances de soi aussi, donc que certains appellent spirituel, c'est vraiment un outil très très large. Donc d'abord, moi je suis arrivé avec les corps, comment la respiration pouvait impacter
mon corps, mon énergie, mon stress, ma chaleur, parce que j'ai pratiqué avec la méthode Wim Hof dans la nature, avec les froids, dans des environnements un peu exceptionnels, des dépassements de soi. Mais tout de suite, j'ai compris la puissance de ces pratiques au quotidien pour plein d'autres choses, par exemple la gestion du stress, la digestion, les sommeils, la concentration, et c'est des choses qui, dans un quotidien, sont très, très importantes. Et donc, ça m'a amené à revenir au pranayama, c'est donc la respiration pratiquée dans le yoga. Voilà, d'abord pour curiosité, et cela m'a amené à explorer différents concepts autour de la respiration, différents paramètres. Aujourd'hui, on parle des variables paramètres de la respiration, beaucoup dans les biohacking. Donc, je fais aussi du biohacking, mais en fait, c'est juste optimiser sa santé, les biohacking, optimiser son mental, optimiser son physique. C'est un mot un peu à la mode, mais en réalité, c'est être équilibré physiquement et mentalement, savoir quelle pratique on utilise pour quel objectif. Donc là, avec la respiration, ça m'a amené à comprendre la différence entre une respiration par le nez, par la bouche, une respiration d'entraînement, une respiration d'efficacité, une respiration qui agit sur le physique, une autre qui agit sur le mental, la variabilité du rythme, la variabilité de la ventilation, la variabilité de la position de la respiration dans le corps. Et ça m'a amené à étudier plus dans les détails les programmes Buteyko et l'Oxygen Advantage, qui c'est une pratique de respiration qui à la base était utilisée pour soigner des dysfonctionnements de respiration. C'était Buteyko, un Russie. C'était un docteur ukrainien qui travaillait avec la respiration réduite par le nez. Et Patrick McKeown, qui c'est un Irlandais, son élève, son disciple, il a amené ça en Occident. Il l'a appelé Oxygen Advantage et il l'a appliqué au monde scientifique et au monde sportif. Donc, on a commencé à utiliser la respiration comme outil d'augmentation de la performance sportive. Donc, ça m'a très, très, très impacté positivement. Je vous dirai à la fin si j'ai un petit temps, une petite anecdote par rapport à comment cela m'a impacté dans ma pratique sportive. Mais à savoir que moi, j'étais gymnaste, donc c'était beaucoup dans l'explosivité, dans la force, dans les dynamismes, mais tout ce qui était respiration, je ne connaissais pas. C'était dans les mondes de la gymnastique, on fait beaucoup de choses en apnée. Donc, vous imaginez, je ne savais pas. C'était tout nouveau pour moi. Et même si au niveau physique, j'étais très, très entraîné, au niveau respiration, ça ne suivait pas. Donc, cela, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé aussi en complémentarité avec la méthode Wim Hof, parce qu'on voit vraiment deux spectres, deux extrêmes qui se complémentent de façon nécessaire, et avoir juste un des deux approches, à la fin, j'ai observé qu'il n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Et c'est là, après, voilà, m'a amené à étudier d'autres choses sur la respiration, et je continue à pratiquer, à étudier, parce que de toute façon, on ne peut pas s'arrêter d'apprendre. Donc, je pratique de façon quotidienne mes exercices et j'étudie de façon quotidienne. Donc, après, c'est là m'a permis de faire beaucoup de stages où je vois aussi l'intérêt du mouvement. Moi, ma pratique commence dans les mouvements, la gymnastique, les kung fu Shaolin, et aujourd'hui, je me suis mis à travailler avec les sols. Donc, beaucoup de travail avec les poids du corps au sol. Donc, je pense que c'est intéressant aussi pour les concepts d'ostéopathie parce que les sols ont vraiment un rôle harmonisateur sur la structure, sur les corps. Et donc, j'ai commencé à faire plus du yoga et de l'animal flow. Alors, l'animal flow, c'est des mouvements inspirés des animaux, bien sûr, mais pas que. C'est un travail au sol très complet et en même temps très simple qui reprend des arts martiaux, du yoga, du calisthenics, de la gymnastique, voilà, avec des mouvements qui sont simples mais efficaces. Donc, voilà mon approche sur tout ce qui est mes pratiques. Et après, bien sûr, je travaille aussi avec la nutrition à côté. Et est-ce que, du coup, toutes tes recherches par rapport à tout ça, il y a eu des études, des publications? Qu'en est-il d'un point de vue scientifique? Oui, voilà, c'est tout à fait important. Aujourd'hui, la science arrive à démystifier beaucoup des choses qu'on connaît depuis des centaines d'années ou des milliers d'années, mais qui sont parties d'une pratique qui n'est pas la nôtre, culturellement. Par exemple, si on parle du yoga, on pense qu'il n'y a pas de fondement scientifique. Mais c'est intéressant parce que ces pratiques qui sont occidentales, donc la méthode Wim Hof, l'animal flow, l'Oxygen Advantage, ont des études scientifiques à côté pour comprendre.
Mais qu'est-ce qui se passe quand on pratique cette respiration? Qu'est-ce qui se passe quand on pratique cette exposition au froid? Qu'est-ce qui se passe avec ce type d'entraînement? Ils ont fait des études scientifiques et ça aide vraiment à comprendre, à démystifier, à donner donc de la confiance par rapport aux bienfaits. Et donc, la méthode Wim Hof a plusieurs études scientifiques publiées. L'Oxygen Advantage a des centaines et des centaines d'études sur les sports et la respiration. L'Animal Flow a d'autres études scientifiques. Et même les yoga, la méditation, les neurosciences, aujourd'hui, s'y met. Donc, c'est vrai que c'est un domaine large et je suis content qu'au niveau scientifique, on commence à l'expliquer parce que ça nous donne notre approche à la pratique. Tu pourras nous mettre des liens, des références pour qu'on puisse… Oui, alors bien sûr, moi j'ai écrit pas mal d'articles scientifiques, non, pas des études, des articles qui expliquent la science de mes pratiques dans mon étude, dans mon site internet. Donc je vous donnerai déjà les liens des articles que j'ai écrits et des liens vers les sites officiels de la méthode Wim Hof, de l'Oxygen Advantage, de Buteyko, de l'Animal Flow pour trouver les études scientifiques en anglais qui ont été publiées. D'accord. Et sur ces sites, il y a les références à chaque fois. Ils sont disponibles. Il y a la section sciences. Souvent, sont disponibles au grand public. Et après, des fois, sont réservés aux instructeurs, mais il y a déjà des choses disponibles à tout le monde. Par rapport à l'ostéopathie, comment tu vois la complémentarité? Quand est-ce qu'un ostéopathe pourrait faire appel à quelqu'un comme toi ou ce genre de pratique pour les sportifs qui peuvent avoir en cabinet? Je pense que l'approche va dans la même direction, c'est même complémentaire. Donc, ce que je connais de l'ostéopathie, c'est réamener cette circulation, cette vie organique au niveau des systèmes du corps avec une approche qui est intégrée, avec une approche qui est apprendre à harmoniser les parties et à réamener la vie de l'intérieur. Ça veut dire, nous, on est juste des agents, les ostéopathes sont des agents qui activent grâce à la manipulation, à leur savoir-faire, réactivent les corps, qui se réharmonisent de façon naturelle, on les pousse dans la juste direction si besoin, ou on met les systèmes en équilibre. Ce qu'on fait avec ces pratiques que je pratique moi, c'est un peu la même chose. On retrouve à l'intérieur la capacité d'harmoniser différentes parties, à la fois c'est avec la respiration, les massages des organes internes, l'oxygénation, à la fois la circulation du sang qui amène les nutriments et l'oxygène aux cellules, à la fois avec les mouvements sur tout ce qui est structure, mais même dans les tissus eux-mêmes. Et après, bien sûr, on travaille aussi au niveau du mental parce que de toute façon, le mental, on ne peut pas l'oublier. C'est un aspect très, très important sur tout ce qui est émotionnel et psychosomatique. Et après, la partie alimentation. Parce que se nourrir, c'est quand même, comme disait Hippocrate, notre première médecine. Donc, il ne faut pas non plus oublier ces côtés-là. Et je pense que la vision des choses va dans la même direction. Donc, c'est complémentaire. C'est à la fois, il y a un travail qu'on peut faire en pratique sur soi. Il faut la connaître, il faut l'apprendre, il faut savoir la diriger et l'adapter. Donc, je pense que ça amène les corps en équilibre. Et l'équilibre, c'est la santé, avec des principes qui sont des principes de la biologie et de la vie, de l'homéostasie, de l'hormèse, de l'équilibre, de l'interaction entre les parties, parce que le corps humain, c'est une machine interconnectée. On ne peut pas que travailler sur un endroit. C'est une approche un peu limitée qu'on voit en Occident. Mais si on reprend aussi la vision un peu plus orientale de la médecine, on retrouve un peu cette approche intégrée, de retrouver la racine et l'origine et ne pas s'arrêter à la cause. Et avec les pratiques qui ont fait, c'est exactement la même chose. Comment on arrive à respirer de façon correcte, comment on arrive à bouger de façon correcte, comment on utilise les forces de la nature, comme le froid et le chaud, pour harmoniser certaines choses en nous. Parce que les systèmes qu'on a, les systèmes hormonels, les systèmes nerveux, les systèmes cardiovasculaires, les systèmes respiratoires, etc., s'ils ne sont pas utilisés, s'ils deviennent statiques, ils deviennent rigides, ils perdent leur fonctionnalité. Si par contre on les met en pratique, ils regagnent de la flexibilité, de l'activation et ils agissent entre eux. Et la loi du vivant, c'est de retourner au centre à l'équilibre s'il peut. Donc avec ces pratiques, c'est ça qu'on veut faire.
Donc concrètement, par rapport à un sportif qu'on va avoir, parce que là on parle surtout d'ostéopathie par rapport au sport, hein, mais bon, pour n'importe quel patient ça peut être intéressant. Euh, Par rapport à un sportif par exemple qu'on a en cabinet, concrètement à quel moment, qu'est-ce qui va nous faire nous orienter vers, ah bah tiens, penchez-vous vers Wim Hof par exemple, ou renseignez-vous sur Oxygen Advantage, etc. Qu'est-ce qui peut nous aiguiller là-dessus, sur une prise en charge, concrètement? Oui, bah, alors, sur tout ce qui est respiration, je pense que d'abord, on voit comment la personne respire. Alors aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sportifs et même des très bons niveaux qui ne respirent pas bien, ou de façon optimisée en tout cas. Donc ça pourrait être intéressant de voir dans une séance avec un sportif dans votre cabinet comment la personne respire. Et si on voit qu'il y a certains dysfonctionnements de la respiration, bah, je pense que c'est dirigé vers certains exercices qui peuvent rééquilibrer ça, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est une idée. Après, tout ce qui est autour par exemple, des problèmes de circulation, ou par exemple, on n'a pas de mobilité à certains endroits, tout ce qui est travail avec les chauds et les froids, c'est très intéressant pour la circulation et les systèmes cardiovasculaires. Mais en même temps, les mouvements aussi, ça peut être les mouvements avec les sols, des positions, des étirements, du stretching pour réamener de la circulation, de la fluidité, de la mobilité. C'est aussi important. Euh, Moi, quand j'ai pratiqué la gymnastique artistique, j'aurais aimé avoir une approche autant intégrée que j'ai aujourd'hui sur moi-même, parce que autant, moi j'étais gymnaste et je m'entraînais tous les jours, 4 heures par jour, tous les jours, pour 16 ans. Je vous assure, au niveau physique, j'étais en machine. Par contre, j'avais une proprioception très élevée, je savais exactement comment bouger les corps, mais je ne savais pas observer là où les corps il avait besoin de se libérer, de faire plus d'étirements. Donc, on faisait des étirements généralisés, mais certains endroits, ils étaient plus raides que d'autres. On n'arrivait pas à être très homogène. Et encore, un gymnaste, je crois qu'il est comme machine corporelle, c'est vraiment optimisé. Mais par contre, tout ce qui était respiration, en plus, on ne l'utilisait pas. Tout ce qui était alimentation, oui, alimentation saine, mais on ne savait pas comment ça impactait notre corps. Tout ce qui était travail de concentration, on le faisait bien sûr, mais on n'arrivait pas à l'utiliser pendant, comment dire, pour se préparer à l'activité. Donc, des fois, on passait en force. Moi, je pense que pour un sportif, une approche intégrée de ce type, ça peut qu'aider. Après, ce n'est pas forcément nécessaire, ça dépend à quel niveau on pratique. Voilà, on n'est pas tous sur le même niveau des pratiques, mais savoir un peu plus sur la respiration, un peu plus sur les mouvements, un peu plus sur comment on peut utiliser les froids et les chauds, comment on peut utiliser certaines techniques des stretching au sol, ça peut être intéressant. Donc pour ceux qui auraient du mal, justement, par rapport à leur ressenti, par rapport au ressenti qu'ils ont de leur propre corps, on peut en avoir parfois des sportifs comme ça qui, à haut niveau, peuvent avoir un très bon ressenti de leur corps et puis parfois, pas forcément. Et donc justement, Oui, pour ces personnes-là, là, ce serait particulièrement pertinent. bah c'est pertinent parce que quand on pratique, ça demande aussi une observation en présence dans la pratique et ça va amener la personne à connaître petit à petit son corps et comment il réagit à certaines pratiques. Et quand je disais que j'aurais aimé avoir cette approche intégrée et ces pratiques dans le quotidien quand j'étais gymnaste, c'est parce qu'en fait, j'avais une proprioception, donc tout ce qui est mouvement très, très développé, mais finalement une connaissance des lois qui gouvernent mon corps très limitée. Donc, par exemple, si j'étais épuisé, j'arrivais pas à concevoir que les repos faisaient partie de l'entraînement. Et donc, je continuais à m'entraîner. Si j'avais mal, je forçais pour réduire. Je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas en lien avec les lois du vivant parce que je ne les connaissais pas. Donc, déjà, pouvoir les connaître, pouvoir en parler. Et vous, vous êtes dans un cabinet avec un sportif, ça vous fait confiance. Donc, c'est déjà super intéressant. Après, faire des exercices pour apprendre à se connaître, je pense que c'est peut-être une des choses les plus chères et importantes parce que savoir se connaître, c'est vraiment pas que pour les sportifs, mais en général pour tous, ça amène à faire des bons choix. D'accord. Alors je rebondis pour approfondir en plus là-dessus, sur ce rapport justement entre nos professions, entre nos approches, sur la question de Daniel Bontemps. Euh, En ostéopathie, donc je le cite, en ostéopathie, nous pouvons travailler sur les commandes neuromusculaires des muscles respiratoires accessoires.
par exemple, hein, entre autres. En tout cas, on travaille sur la qualité du mouvement du diaphragme, sur la respiration. On travaille sur la respiration en ostéopathie. Et donc, il revient sur cette question que je posais déjà, c'est à quel moment on va pouvoir cerner que ça va être intéressant d'avoir cette approche-là, donc la tienne, hein, j'entends. Est-ce que il faut qu'on, d'un point de vue diagnostic un petit peu en fait, hein, est-ce que on se fie aussi à la température, est-ce que voilà, par rapport au mouvement, comment préciser en fait cette approche diagnostique d'orientation? Ah oui, c'est intéressant. Là, c'est vaste. Moi, par exemple, quand je fais un screen respiratoire, c'est que je regarde, c'est d'abord comment la pression respire. Est-ce qu'elle respire par le nez, par la bouche? C'est la première chose. Est-ce qu'elle a les mains froides, les pieds froids souvent? Est-ce qu'il y a des blocages au niveau du diaphragme? Est-ce que la respiration est superficielle et rapide? Où elle se situe? Est-ce que la respiration est régulière ou irrégulière? Donc, je fais un petit test. Et on a même des outils qui s'appellent les Nijmegen questionnaires où on fait répondre à la personne sur certaines questions par rapport à les soupirs, l'anxiété, problèmes digestifs, problèmes de sommeil. On fait un petit test, on a des scores, et après on dit, bah, effectivement, là, on peut voir que la respiration peut-être est accélérée, donc on tend vers un syndrome d'hyperventilation légère, où là, on voit de l'anxiété dans la respiration, là, on voit un manque d'oxygénation par rapport à la couleur de la personne, des mains. Et on pourrait se dire, bah là, effectivement, elle respire trop, elle respire de façon superficielle. Ça pourrait être intéressant d'amener certains exercices de Buteyko, de l'Oxygen Advantage. Ou d'autres personnes, ils sont en manque d'énergie. Donc là, se voit que c'est l'énergie vitale qui manque. Donc peut-être c'est qu'il y a la respiration, mais ça peut être lié aussi aux pratiques avec la nature. Par exemple, est-ce qu'il s'expose au froid ou est-ce qu'il s'isole du froid depuis des années? C'est quoi aussi la relation avec les sommeils? Parce que voilà, certaines personnes sont épuisées, mais après, si tu leur demandes, ils dorment 4 heures par nuit. Donc, moi, quand je travaille avec des personnes, c'est vrai que j'amène beaucoup de questions par rapport à l'origine des vies. Et après, il y a l'observation de la respiration en soi. Et il peut y avoir aussi l'observation du mouvement, des fois, si la personne me demande de façon spécifique. Après, moi, je ne suis pas un expert des cinématiques, mais on peut voir, par exemple, s'il y a des raideurs au niveau du bassin ou d'autres choses, certains exercices qui peuvent l'aider dans la pratique. Là, je pense au yoga notamment, mais il peut y avoir autre chose. Il y a Cédric qui parle de blessures à répétition, que c'est intéressant par rapport à ces situations-là. Oui, tout à fait. Pourquoi? Absolument. Là, c'est clairement un cas où le corps il va un peu trop loin, donc on se blesse et on se reblesse et on se reblesse. Il y a sûrement quelque chose à observer. Moi, je travaille aussi avec des paramètres des biofeedback comme la variabilité de la fréquence cardiaque. Ok. Pour revenir à une question précédente de Daniel, encore d'ailleurs. Merci Daniel pour tes questions. Il demandait s'il y avait des références scientifiques sur les effets de la respiration du sportif vis-à-vis de l'amélioration des performances. Oui, 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 il y a plein dans tout ce qui est Oxygen Advantage. C'est Ok, vraiment les domaines. C'est vraiment les domaines de l'Oxygen Advantage. ok, Et il y a plein avec des sportifs de haut niveau, surtout dans tout ce qui est football américain, rugby, donc course, sprint, endurance. ok. Et est-ce que entre les différents sports, il y a des différences d'efficacité, des différences physiologiques que vous avez pu remarquer avec vos approches Ouais, 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 de Wim Hof, absolument. d'Oxygen Advance, etc. Absolument, absolument, parce que bah, chaque sport, c'est une discipline différente, donc ça développe le corps et l'esprit de façon différente. Euh, Moi, je vu arriver des sportifs avec des intérêts très différents par rapport à la pratique. Il y avait ceux qui voulaient vraiment augmenter leur performance dans l'endurance, dans la respiration, gérer leur essoufflement. D'autres qui voulaient gérer l'aspect exposition au froid parce que dans leur compétition, ils étaient des fois vraiment pénalisés par l'exposition au froid, dans des trails, montagnes ou autre chose. D'autres qui avaient envie que de travailler sur la concentration et sur la gestion du stress avant la compétition. Ça dépend vraiment beaucoup des disciplines. Par exemple, quand j'ai travaillé avec un gymnaste, c'était souvent la respiration, c'était pas au centre, c'était la concentration et la gestion du stress.
Si j'ai travaillé avec un triathlète en préparation d'un Ironman, c'était la respiration, l'endurance. Si j'ai travaillé avec un sportif, par exemple des MMA, c'était à la fois l'endurance, l'essoufflement, mais aussi la capacité à gérer les stress. J'ai travaillé avec des apnéistes, c'était l'apnée, la respiration profonde. J'ai travaillé avec des personnes qui faisaient des compétitions dans les froids, c'était clairement l'aspect froid qui leur intéressait. J'ai travaillé avec les forces spéciales. Alors là, c'est un autre type de travail. Et là, on va beaucoup plus loin, qui est juste avec les sportifs. Voilà, ça dépend. Moi, j'adapte la pratique. De toute façon, il faut tout le temps l'adapter. On est tous différents avec des objectifs différents. Donc, tu adaptes en fonction du sport et en fonction du sportif à l'intérieur de son sport. Absolument, mais je pense que c'est nécessaire. Tout à fait. Bah, c'est très proche de notre approche ostéo, cet individu qui est propre à chaque fois. Est-ce que tu dirais qu'il y a des limites justement à ton approche? Quelles sont-elles? Et puis parle-nous un petit peu de ces limites-là. Ouais. Bah, comme je vous disais, bah, je pense que chaque discipline a des éléments, des forces et des éléments, des lacunes qui ne sont pas abordés dans la discipline. Donc, mon approche, c'est essayer de trouver les complémentarités et les intégrations entre les disciplines. Je ne sais pas pourquoi je suis porté à là. Il y a certains qui se spécialisent dans une chose pour devenir un expert dans une chose spécifique. Moi, depuis ma pratique des gymnastes, j'ai été comment dire, sur un focus large. Donc, c'est sur les 6 disciplines des gymnastiques, sur les aspects des respirations plus larges pour voir comment on peut les intégrer. Et je pense que des fois, on peut avoir les réponses nécessaires avec ce qu'on connaît, et des fois, on doit apprendre un peu plus. Donc, c'est sûr que les limites de mes disciplines, c'est un peu mes limites à moi. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est la limite de la discipline, c'est la limite du coach, de la personne qui t'amène un certain type d'exercice. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment trouver les réponses et on a l'information, mais ça dépend de l'intégration qu'on fait entre les choses, des liens. Ok. On va basculer sur l'autre Zoom, parce que là, on Oui, va se faire couper. Ok? Bon, d'accord. à tout de suite tout le monde. Parfait. Allez, à tout de suite. J'essaie de retenir les questions si vous voulez, sinon vous les reposez. Oui, d'accord. Heureusement que tu es là. Donc, Moi, j'ai fait pareil, donc je j'oublie repose tout la le temps. question du coup. D'un point de vue fréquence, comment se passe ta prise en charge, ton approche vis-à-vis des sportifs, selon les sports, selon leur niveau? Raconte-nous un petit peu cette fréquence de prise en charge. Oui, donc souvent, moi, ce que j'ai fait quand je travaille avec un sportif, c'est avant un événement ou une compétition de façon spécifique. Donc, j'ai eu les cas les plus fréquents, je dirais, c'est avec des objectifs assez spécifiques. La personne vient avec certains objectifs, une certaine compétition dans un certain temps, et on travaille en amont de l'événement, de la compétition. Et ça peut être, les temps peuvent vraiment varier. Hein. J'ai eu des personnes qui se sont pris 1 an à l'avance. Et c'était d'ailleurs, c'est pour préparer des records du monde, donc c'est quelque chose d'extrêmement Long terme, ouais. donc ça prend du temps, donc c'est 1 an à l'avance, et des personnes qui se prennent quelques semaines à l'avance, et des personnes qui sont dans une optique, je vais l'utiliser, mais je ne vais pas en compétition tout de suite. Donc il y a ceux qui pratiquent au niveau de la compétition professionnelle, et ceux qui pratiquent pour leur pratique à eux, donc ils n'ont pas forcément un temps spécifique. Mais souvent, c'est avant la compétition. C'est très rare que je l'ai fait pendant que j'étais avec. Souvent, je ne vois pas l'intérêt forcément parce que c'est vraiment un travail des préparations en amont. Je l'ai fait quelques fois, mais c'était un peu particulier. Et sinon, après, s'il y a par exemple des changements de performance nécessaires ou des choses qui n'étaient pas comme on pensait, on reprend le travail et on revoit pour la suite. Ah, donc, avec des temps qui sont là. L'exemple, ça peut être on a travaillé 3 jours avant une compétition et c'était bon, ou des temps où on a travaillé un mois pour une compétition qui a été dans 1 an. C'est vraiment des temps très différents, mais parce qu'on revient à la spécificité du sport et de la personne.
Ça peut être vraiment des choses type une fois par semaine, on fait des entraînements sur un programme. Ou ça peut être, on fait une immersion des 4 jours, 5 jours à un environnement pour préparer, pour aller plus en profondeur ensemble. Et après, la personne continue la pratique, on a un échange. Mais voilà, ça dépend après de la personne de le mettre en pratique. Donc, j'ai eu un peu tous ces types de travail-là depuis les dernières années. Les années. Donc, je pense que pour moi, c'est intéressant de travailler en amont, que les gens, ils ont leur bienfait d'être préparés en amont, mais ça n'empêche pas, peut-être qu'un jour, je vais travailler aussi pendant avec la personne si je trouve ça intéressant. Mais l'idée, c'est que moi, je puisse transmettre la technique et la pratique. Et donc, avant le jour de la compétition, la personne sait quoi faire. Donc, par exemple, j'ai donné des protocoles pré-compétition à faire 30 minutes, 15 minutes avant la compétition. Je les apprends à la personne et la personne les fait toute seule avant la compétition. Je n'ai pas forcément besoin que je sois là pour leur dire encore, fais ça, ça et ça. Mais ça n'empêche que ça pourrait arriver un jour, mais pour l'instant, je vais plutôt travailler en amont. Et donc, tu adaptes à chaque fois en fonction des sports et des types d'efforts, les exercices, les protocoles, Oui, la préparation. oui, les protocoles, parce que ça dépend aussi d'où elle part la personne. Alors, il y a certains exercices de respiration qu'on peut faire tout de suite, certains d'autres qu'il faut attendre d'avoir un certain niveau. Des fois, ce n'est pas que la respiration qui est intéressante, c'est un travail plus complet. Des fois, ça suffit pour la personne de travailler qu'avec la respiration. Des fois, je mets clairement un programme en place qui est de l'alimentation au froid, la méditation, la respiration, les mouvements, les sommeils, les biofeedbacks. C'est vraiment quelque chose de très complet. Et des fois, c'est clairement fait ces exercices-là et ça va déjà te suffire. Donc, il y a une prise en charge très différente par rapport à l'intérêt de la personne. Ok. Euh, et euh, et est-ce que tu… Mince, j'avais une question, je l'ai zappé. Euh, Bon, C'est bah pas grave. voilà, un petit trou. Euh, Mince. Est-ce que dans ton approche, tu as une relation particulière avec les ostéopathes, toi déjà, par rapport aux sportifs que tu as pu suivre selon le niveau, etc. Ben, moi, non, pas particulière. J'ai des amis ostéopathes, d'ailleurs, qui m'ont aussi aidé à comprendre mieux l'ostéopathie. Et il y a beaucoup d'ostéopathes qui sont intéressés à les pratiques parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a des liens importants. Mm. Mais sinon, au niveau des suivis d'une personne, de travail avec les ostéopathes, je ne travaille pas encore comme ça. Ça ne s'est pas présenté l'occasion, mais je n'exclus pas. Dans les staffs, tu peux y être intégré, toi? Alors, Ou peut-être, c'est plutôt des mais demandes des sportifs directement, ou comment ça se passe? ouais, moi, je travaille Ouais. directement avec les sportifs. Non, ouais. Ok. C'est un peu l'élément coach, euh, mais pas forcément, ouais, pas forcément dans les staff. Ouais. D'accord. Alors, tu as parlé Wim Hof, tu as parlé Oxygen Advance et tu as parlé d'un autre truc, c'était? Animal Flow, peut-être? Ouais. Ça, tu peux en parler un petit peu plus de ça? Oui. Alors, comme je vous disais, c'est un travail on travaille au sol, donc c'est du mouvement naturel au niveau de l'équilibre, de la coordination et des synergies musculaires, des fascias aussi, tout ce qui est sur plusieurs niveaux, donc au sol, à genoux, sur 2 appuis, 3 appuis, 4 appuis, avec des mouvements qui sont très très précis. Donc ça me rappelle la gymnastique, avec des mouvements qui sont inspirés aussi des animaux sur certains types des postures, ou des arts martiaux, ou du yoga. Et l'objectif, ça peut être soit le renforcement musculaire, soit la flexibilité, soit la coordination, et soit les changements des niveaux. Euh, et ça travaille aussi avec la respiration. Voilà, donc comment faire tout ça avec une respiration réduite par la nuit. Et c'est un exercice mixte. Ça peut rassembler à des chorégraphies type kung fu, karaté ou autres, avec des mouvements en solo. Ou ça peut être clairement des exercices statiques d'équilibre, plutôt comme les calisthenics, la gymnastique ou le yoga. Donc là, ça nous fait penser beaucoup, nous, à ce que peuvent faire les kinésithérapeutes, à la proprioception, etc.
Ouais, ouais, il y a sûrement un lien, hein. D'accord, mais c'est pas. Après, Euh, c'est chacun fait le mouvement. Donc là encore, c'est l'idée d'apprendre les mouvements et de les faire. Et on a les rôles du sol qui est stable, c'est un appui stable, et c'est nous qui travaillons avec les poussées, on tire, on va en extension, on réduit les leviers, on travaille de cette sorte-là avec les sols. Et ça rappelle un peu la gymnastique aussi, au yoga, autre chose, et ça permet de travailler à la fois sur la force, l'endurance, les liens entre les différents, les synergies qu'il y a au niveau musculaire. Et en même temps, ça permet de bien se coordonner parce que ça a l'air tout simple, mais c'est bien complet. Est-ce que. Alors, il y a Daniel qui demande si tu connais le travail d'un ostéopathe australien qui s'appelle Philip Beach et qui a fait un travail sur le sol et les postures archétypales. Ah oui, oui, les postures archétypales. Tout à fait, bah, exactement. Moi, je me suis intéressé à l'animal flow en passant par les postures archétypales que j'ai trouvé géniales. C'est c'est- c'est la nature, c'est l'homme, elle doit bouger comme ça. Et je suis arrivé à l'animal flow parce qu'ils sont dedans. Et ils sont dedans, tout à D'accord. fait. Donc, ça fait partie du développement de ce chemin-là. Voilà, Daniel. Euh, Tu parlais d'une anecdote tout à l'heure par rapport à ton expérience à toi. Hmm. Euh, Est-ce que qui t'a amené justement sur ce chemin-là, dans ton ressenti de sportif notamment, hein, il me semble. Oui, alors je peux vous en donner deux d'anecdotes. Un, sur pourquoi je suis arrivé à tout cela, et deux, qu'est-ce qui, par exemple, un exemple de comment m'a aidé et tout ça. Euh, alors, pourquoi je suis arrivé à tout cela? Moi, j'étais gymnaste au niveau national et j'étais encore jeune. Euh, j'ai fait la plupart des compétitions entre l'âge des 8 ans et 19 ans. Donc voilà, on est encore jeune, on commence tout petit et on a encore des problèmes d'adolescent, la gestion du mental, de la concentration, du stress. C'est pas évident et si on n'est pas suivi, on ne fait pas un travail spécifique, ça dépend vraiment des cas. Et moi, j'étais dans un cas où j'avais un mental qui était très fort, mais très fort dans les deux sens. Ça veut dire qu'à la fois, j'étais très bon dans les mouvements, dans l'apprentissage, dans la concentration, mais à la fois, j'avais un sabotage psychosomatique des peurs et de l'anxiété qui était extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais tout petit et mon mental analytique ne s'était pas encore développé, j'avais une énergie et une capacité de mouvement exceptionnelle. Je suis rentré dans l'équipe qui faisait les compétitions dans une journée, quand la moyenne c'était 2 ans d'entraînement. Donc j'étais vraiment, là j'étais tout petit, j'étais exceptionnel, mais dès que j'ai commencé à avoir un mental analytique, euh, ça m'est saboté au niveau pas possible. Ça veut dire que toutes les compétitions, j'arrivais malade, toutes les choses que je pouvais faire mal, je les faisais mal dans la compétition. Et pourtant, en entraînement, j'étais le capitaine de l'équipe et j'étais le capitaine du début jusqu'à la fin. Mais par contre, je n'arrivais pas à exceller et donc je ne suis pas rentré dans l'équipe nationale et je n'ai pas continué dans les mondes professionnels ensuite. Je m'entraînais avec eux, on voyait les potentiels, mais il y avait un blocage au niveau mental et pour moi, c'était la gestion de l'anxiété, du stress dans les jours de la compétition où j'arrivais, je n'avais pas mes moyens. Donc ça m'a quand même impacté. C'était quand j'ai arrêté de faire la gymnastique, c'était pas juste là que c'est reproduisait, ça reproduit ensuite dans tout ce qui était entretien professionnel, examen à l'université. Bon, j'avais donc un problème sur la psychosomatisation du stress. Et donc quand j'ai découvert la méthode Wim Hof, je me suis mis d'abord à la méditation et en essayant de trouver un remède, mais je ne suis pas allé très loin. Et c'était la méthode Wim Hof qui m'a amené sur ces chemins-là, parce que Wim Hof parlait notamment du contrôle des systèmes autonomes, de gestion du stress, de l'énergie, etc. Donc ça m'intéressait énormément, aussi parce que ma santé, donc, elle était très dépendante de mon mental. Donc ça, c'est comment je suis arrivé d'un petit jeune avec des gros problèmes de gestion du stress. Et aujourd'hui, j'ai compris que voilà, il y a cet aspect ambivalent du mental comme meilleur allié au pire ennemi. Et c'est un travail perpétuel, pas encore acquis de mon côté, mais je comprends plus et je les vois mieux. Donc, je fais un travail. Et Ça c'est un peu au burn-out que peuvent avoir certains sportifs aussi, ça fait penser à ça. tout à fait. Ça doit Moi, être, je suis passé dedans, j'étais tout jeune, donc
J'y passais rapidement et je m'en sortais rapidement parce que le corps, il a 15 ans, il se régénère vite. Mais je suis passé totalement dedans, des périodes d'épuisement mental et physique, pas possible. Donc oui, donc la méthode Wim Hof, ça m'a vraiment aidé. J'ai eu des très bons résultats au niveau du stress et de l'énergie rapidement parce que ces piliers de la méthode Wim Hof, ils agissent en synergie. Donc il y a la respiration, il y a le froid, il y a le mental. Et quand tu les travailles ensemble, tout de suite, tu as un vrai effet synergique. Et c'est que j'avais observé la chose qui m'a marqué le plus, c'est qu'en l'espace de 2 semaines, j'avais retrouvé un niveau d'énergie. Quand j'étais tout petit, je me rappelle, quand j'étais tout petit, j'avais plein d'énergie et après, petit à petit, j'étais de plus en plus fatigué. Je pensais que c'était normal et 2 semaines dans la pratique, j'avais retrouvé une pêche, une forme incroyable sans avoir changé forcément mon style de vie, mais j'avais intégré la pratique. Donc ça m'a vraiment marqué et ça m'a poussé à aller plus loin et devenir instructeur. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a marqué. Après, bien sûr, dans ma pratique, il y a eu l'aspect renforcement physique, la résistance au froid, qui pour moi, ça n'existait pas parce que je suis italien, j'ai grandi sur la côte où il fait toujours chaud. L'hiver, si ça descend à 10 degrés, il fait froid. Donc ça m'a renforcé au niveau physique pour le froid, mais au niveau sportif, ça m'a étonné parce que moi, j'étais gymnaste, donc j'étais pas fort dans tout ce qui était endurance. Et quand j'ai arrêté de faire la gymnastique, je me suis mis un peu à faire un peu de triathlon, comme ça, pour rigoler. Et je me mettais à courir ou à nager avec des amis qui faisaient du football, du foot ou autre chose. J'étais épuisé tout de suite. Ma forme physique, elle était bonne, mais je n'arrivais pas à respirer. Ça ne suivait pas. Et donc, je me rappelle commencer à courir, faire 1 kilomètre, avoir de l'acide lactique, ce n'était pas possible. Arriver à faire mes 5 premiers kilomètres des courses, j'ai mis du temps. Je partais de loin. Hein. Et après 5 kilomètres, je crois que je les faisais, quand je faisais du triathlon, je les faisais en 30 minutes, 5 kilomètres de course. Peut-être entre 25 et 30, mais voilà, j'ai galéré un peu. Et après, j'ai laissé un peu les triathlons. Je me suis mis à faire du yoga, de la méditation, la méthode Wim Hof. Donc, ces exercices de respiration. On travaille avec les apnées, la méthode Oxygen Advantage. Et après, je me rappelle aller faire un park run. C'est une compétition sur 5 km de course gratuite à Paris. C'était à Montsouris. Je vais faire mes 5 km de course. Et j'ai fait ma course, je cours, je respire. Et ils m'ont dit, ah super, dans quel club tu t'entraînes? Je dis, bah, je ne m'entraîne pas du tout à la course en fait. Et ils m'ont dit, mais c'est pas possible, tu as fait 5 km en 18 minutes. Et j'ai dit, non, c'est pas possible que je l'ai fait en 18 minutes. Peut-être j'ai fait en 25, mais pas en 18 minutes. Et donc, je venais de réaliser qu'après 2 ans où je m'entraînais plus à la course, j'étais passé à faire 5 km de course entre 25 et 30 minutes à le faire en 18. Et je ne m'étais pas entraîné à la course, mais je m'étais entraîné à la respiration. Donc ça m'a vraiment donné une petite claque. Et à ce moment-là, je suis allé beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qui se passe au niveau métabolique dans les sports, dans la respiration. Et je vois les différences au niveau essoufflement. C'est très difficile que je m'essouffle maintenant. Il faut vraiment me donner un exercice haute intensité pour que je perde la respiration et l'essouffle. Donc, je m'entraîne beaucoup avec les apnées, etc. Donc, ça, c'est Alors, intéressant. justement, l'apnée, j'ai une question de Dylan dessus. Qu'est-ce que tu penses de ces sports qui utilisent beaucoup d'apnée? Tu disais toi-même au début que, par exemple, en gymnastique, ben, il y avait on demande d'en faire souvent sur des efforts, sur des techniques. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à justement ta vision de la respiration? Quels sont les effets sur le corps de l'apnée? C'est une question énorme. Ah oui, Wow. Moi, je pense que l'apnée, c'est un outil à respecter. C'est un outil puissant d'entraînement et en même temps, il faut respecter. La rétention du souffle, ça existe depuis très très longtemps dans les pratiques de respiration type pranayama et yoga. Et c'est complémentaire et ça a une synergie, mais il faut les respecter, il faut les connaître. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour l'entraînement, c'est très très efficace, mais il ne faut pas abuser. Voilà. Donc, moi, je pense que dans l'Oxygen Advantage, dans la Wim Hof, on les utilise, les apnées, de façon consciente, de façon stratégique.
L'objectif, c'est un entraînement. Dans d'autres cas, moi, j'utilisais l'apnée, mais pas de façon consciente. C'était parce que j'étais sous effort et je n'arrivais pas à respirer et je ne savais pas. Donc, je faisais un exercice sous effort en apnée. Mais là, ce n'est pas très intéressant. C'était plutôt en contrainte. Moi, aujourd'hui, j'utilise les apnées comme un entraînement. Et ça permet de travailler sur la résistance à l'essoufflement, la tolérance au dioxyde de carbone, travailler en hypoxie, changer la courbe des transports de l'oxygène, travailler sur l'érythropoïétine. Voilà. Ça va en profondeur dans la physiologie. Et ça, c'est qu'est la physiologie. Mais au niveau mental, c'est tout notre monde qui s'ouvre. Parce que les apnées ne sont pas très agréables. Et c'est un peu contre-intuitif pour la vie, arrêter de respirer. Donc, quand on commence à travailler sur les apnées, on apprend à se détendre et à vivre des moments de méditation en apnée, c'est toute une autre sphère de travail qui s'ouvre. Il y a la partie physiologique et la partie psychologique. Moi, je pense que les sports d'apnée est très fascinant. Je connais partiellement, j'ai travaillé avec des apnéistes. Mais ce que j'ai fait, c'est travailler avec les apnées et la respiration de façon stratégique pour les sports, pour l'entraînement. Donc ça peut être augmenter les performances physiques dans les triathlons, dans la course à pied, dans les vélos, etc. Il y a une question de Sylvain qui parle de Qigong. Donc, tu as parlé de ton influence de certaines pratiques comme le Kung Fu, etc., le yoga oriental et le Qigong en particulier. Est-ce que Oui, tu... les Qigong, c'est super. C'est la partie interne. Moi, j'avais commencé à faire du Kung Fu Shaolin, qui c'est largement externe. Ça veut dire beaucoup d'énergie dans les mouvements extérieurs. Mais les Qigong, c'est beaucoup interne. C'est l'énergie dans les organes, la concentration, la respiration, la lenteur, la présence. Génial, les Qigong. Je dois continuer le travail parce que je les connais de façon partielle, mais c'est super. Pour en revenir à l'apnée, comment, donc par rapport à tout ce travail que tu as fait sur la respiration en spécifique, comment interpréter d'un point de vue vraiment physiologique l'influence de l'apnée? Rapidement, l'apnée va travailler sur, sur la concentration en oxygène et sur la concentration des dioxydes de carbone. Donc, on peut faire un travail soit en hypoxie, donc un manque d'oxygène, ou soit en hypercapnie, avec beaucoup de dioxyde de carbone. Donc, on va travailler sur deux aspects qui sont complémentaires, la tolérance au dioxyde de carbone, réduire l'essoufflement, ou augmenter l'efficacité du transport du sang aux cellules. Donc ça, c'est vraiment les premiers aspects au niveau vraiment physique. Et dans l'Oxygen Advantage, c'est la base de ces deux exercices, c'est la respiration réduite et l'entraînement d'altitude, qui font en sorte qu'on travaille sur ces deux côtés-là. Si ça vous intéresse, je vous envoie un petit article que j'ai écrit par rapport à l'hypoxie, au travail en hypoxie, qui reprend les prix Nobel 2019 sur la physiologie et elle explique un peu pourquoi c'est intéressant de travailler sur l'hypoxie, tout en vous disant c'est très important quand on travaille avec les apnées d'être très humble et de comprendre la force des exercices d'entraînement qu'il y en a et jamais forcer. Donc les apnéistes, ça, ils le savent, mais c'est vrai que dans le monde du sport, on peut être tenté de pousser un peu pour avoir des résultats plus vite. Mais moi, avec les personnes que je prends en charge, je dis tout le temps, il ne faut jamais forcer dans ce type des exercices-là. Okay. Bon, super, merci pour ces précisions physio. Nous, on aime bien des fois les trucs un peu techniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore sur le chat? Parce que on a parlé de beaucoup de choses là, c'est vraiment intéressant, vraiment. Merci, merci encore Leonardo, parce que c'est vraiment chouette de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Bon, a priori c'est bon. Et ben, on arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a des choses encore que tu voudrais rajouter? Tu formes, par exemple, toi, en France? Alors, moi, je forme les personnes pour leur intérêt. Je ne forme pas des instructeurs, mais je forme des instructeurs Wim Hof aujourd'hui à l'international avec l'organisme certifié. Et je vais commencer peut-être à former avec l'Oxygen Advantage. Mais pour l'instant, je forme les sportifs pour leur intérêt, les personnes pour leur intérêt. Donc, je fais des stages. Normalement, c'est en physique, en nature, dans les Alpes, dans les Dolomites en Italie. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup en ligne. Donc, j'ai fait des cours de respiration. Si ça vous intéresse,
Je vais vous envoyer les liens pour voir un peu Ouais. qu'est-ce qu'il est disponible sur mon site pour des respirations, pour Oxygen Advantage, pour Wim Hof, Animal Flow. Et oui, je partage beaucoup. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment les côtés stage, où il y a la synergie de toutes ces pratiques que je mets en place et il y a aussi les côtés groupe, interaction du collectif qui se forme. Et dès qu'on pourra être déconfiné, dès qu'on pourra déconfiner, travailler en nature, j'espère après l'été, je vais recommencer avec tous les stages en France. Il y a une limite d'âge par rapport aux prises en charge que tu peux faire? Alors, j'ai commencé à faire des petits coachings avec des ados à 14 ans. C'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais ils sont super. Et après, je les fais jusqu'à 75 ans. Donc, c'est D'accord. vrai que c'est très large. D'accord. Mais on travaille. 76, tu prends plus. Ah oui, non, non, j'aime pas. Non, Je rigole. Mais ça dépend des objectifs aussi, hein. C'est sûr qu'à 75 ans, il avait des objectifs différents. C'était pas la compétition, c'était l'énergie vitale et être bien dans son corps. Et après, il y a les sportifs entre les 20 et les 60 ans, même pour la compétition. Donc, en fait, c'est très large le spectre. il y a une petite question pour revenir sur notamment les fréquences de prise en charge. On a parlé pas mal de ce qui se passait avant avec l'objectif un peu de ressenti que doit trouver le sportif et qu'il puisse gérer tout seul. Et donc, c'est notamment là maintenant sur la récupération, donc sur l'après. Qu'en est-il de ton intégration pratique dans la récupération, notamment du froid et de la respiration? Oui, bah, justement, on utilise respiration et froid pour la récupération après des compétitions d'endurance. Donc ça, je le préconise Juste, souvent. juste après, pardon, juste pour préciser, est-ce que c'est dans une récupération vraiment juste après, par exemple, ou est-ce que c'est plus sur du long terme? Comment? Alors, juste après, ça ne veut pas dire 2 secondes après. Ça va dire dans demi-heure, 1 heure, 2 heures, D'accord. 3 heures qui suit, Ok. selon les occasions. On n'a pas besoin de se mettre tout de suite dans un banc de glace 1 minute après qu'on a terminé le sport. D'ailleurs, on a besoin juste un moment que les métabolismes et les corps réduisent tout seuls leur activité. Mais tout ce qui est respiration, voilà, pareil, dans les temps qui suivent. Mais après, il y a, comme tu dis, dans la durée, parce que la pratique, ne peut pas vraiment juste la faire avant la compétition et après la compétition et c'est tout. Il faut que ça soit plus ou moins intégré. Après ce n'est pas tout le temps la même chose, mais moi, en tout cas, c'est intégré dans mon quotidien. Et c'est ça vraiment qui impacte le quotidien et qui change la perception après des paramètres. Ok. Bon, super. Eh ben voilà, on arrive sur la fin de cette entrevue avec Leonardo Penagotti. Il y aura tout plein d'informations sur le groupe, sur l'événement, sur le groupe Ostéo et Sport. Merci à tout le monde pour votre participation, pour vos questions. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les reposer encore après derrière sur Facebook, hein. La vidéo sera disponible en ligne sur Dailymotion, YouTube, je sais pas quoi, enfin voilà, un truc comme ça. Si vous voulez nous prendre. Et puis voilà, merci encore à tout le monde. Et puis la prochaine, a priori, ce sera mercredi de la semaine prochaine avec Étienne Bulidon. Voilà, merci Très bien. encore Leonardo, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous envoie tous les liens. Je vous les rends disponibles. Super, royal. Allez, au revoir tout le monde, bonne journée. Merci, merci à tous.